Aujourd'hui, je vais consacrer le dessous des cartes au phénomène des fonds souverains. D'où ces fonds tirent-ils leurs ressources? Quels en sont les détenteurs, les volumes réels? Pourquoi si peu de transparence dans leur gestion? Est-ce qu'ils font courir un risque politique ou au contraire, est-ce qu'ils offrent une opportunité d'accès aux capitaux? En somme, la géopolitique est-elle désormais soumise aux lois de la finance? Des fonds souverains, comme leur nom l'indique, ce ne sont pas des fonds privés, mais des fonds directement gérés par l'État qui les détient. Avec les surplus de liquidités obtenus, ils deviennent des fonds de placement financiers dans des secteurs très variés et presque toujours stratégiques. Et cela explique pourquoi ils entraînent des évolutions dans les rapports de force politiques entre ceux qui les gèrent et ceux qui en sont récipiendaires. Premier constat, les États détenteurs de ces fonds souverains sont très concentrés géographiquement. Au Moyen-Orient, où l'on trouve la moitié des fonds, en Asie, le quart, et le reste du monde se partage l'autre quart. Les Émirats arabes unis représentent 25% du total mondial, suivis par Singapour avec 15%, la Norvège, la Chine, l'Arabie saoudite ont chacune environ 10%, puis vient le Koweït avec 8%, et la Russie 5%. Ce qui fait qu'à eux seuls, ces 7 pays gèrent 86% des fonds souverains qui circulent dans le monde. Où vont les placements? Les fonds d'investissement venant de Chine se concentrent particulièrement sur la sécurisation des approvisionnements énergétiques destinés à ce pays. La China Investment Company fait des placements avant tout au Soudan, Gabon, Angola, Nigeria, Congo, tous États détenteurs d'hydrocarbures. Les fonds souverains détenus par les Émirats arabes unis sont parmi les plus actifs de la finance internationale. Ainsi, l'Abu Dhabi Investment Authority, l'ADIA, détient près de 5% de l'américain Citigroup, qui est la plus grande organisation de services financiers au monde. Un autre fonds, également détenu par les Émirats, a acquis 7,5% de Carlyle, une compagnie financière américaine liée aux industries de défense et d'aéronautique. Le Dubai International Capital a acheté 3% de ADS et plusieurs casinos à Las Vegas, plusieurs tours de New York, des parts chez Ferrari ou encore chez Sony. La Qatar Investment Authority détient à elle seule 20% de la bourse de Londres, ou encore 7% du capital du groupe français Lagardère. Alors cette énumération rapide permet de se faire une idée de la force de frappe financière considérable que détiennent les fonds souverains. Pour vous donner un ordre de grandeur, à elle seule, l'Abu Dhabi Investment Authority pourrait absorber AXA, Total, L'Oréal, Bouygues, LVMH, tous réunis. Alors comment en est-on arrivé à une telle situation? D'abord, le phénomène n'est pas nouveau. Par exemple, le Koweït, alors qu'il était encore sous protectorat britannique, avait déjà créé un fonds souverain dès 1953 pour gérer ses revenus tirés du pétrole. Dans le Pacifique, l'archipel de Kiribati a créé également en 1956 un fonds d'État pour gérer les revenus de l'exploitation du phosphate. Les réserves sont parvenues à épuisement en 1979, mais le fonds gère toujours 400 millions de dollars, dont les dividendes contribuent au budget de l'État. Alors aujourd'hui, 3 facteurs peuvent expliquer cette nouvelle dimension. Premier facteur, si on regarde l'économie mondiale, l'analyse des courbes établies sur la décennie 2000 montre, pour les pays émergents et pour l'économie chinoise, des taux de croissance élevés, et ce pendant plusieurs années. Alors que pour les pays dits du Nord, pendant ces mêmes années 2002-2009, on a une croissance molle, comme aux États-Unis ou comme en Union européenne, qui tourne autour de 2% de croissance en moyenne. Alors ces courbes nous permettent de comprendre l'important différentiel de croissance entre ces groupes de pays. Les pays émergents ont émergé, cela se traduit aussi par l'épargne, la capitalisation et à terme la formation de fonds souverains. Deuxième facteur, c'est l'évolution du cours du baril de pétrole et du prix du gaz qui lui est indexé. Comme le montre cette courbe, le cours du baril a été multiplié par 8
entre janvier 2002, où il est alors à 18 $, et août 2008, où il est à 146 $. Puis la courbe s'effondre, là aussi de façon spectaculaire, à partir de l'été 2008. En résumé, une croissance économique mondiale soutenue, qui a alimenté une forte demande en énergie fossile. Avec des prix de vente élevés, du pétrole et du gaz, tous ces éléments combinés ont permis la formation de la plupart de ces fonds souverains. Et d'ailleurs, la corrélation entre énergie fossile et détention des fonds souverains apparaît nettement si l'on superpose une carte des exportateurs nets d'hydrocarbures avec une carte des détenteurs de fonds souverains. Le troisième facteur qui explique la formation de ces fonds, c'est la configuration de ces pays qui partagent un avantage concurrentiel qui s'appelle la rente. Il y a deux types de rente, la rente minière et la rente salariale. La rente minière, liée au pétrole et au gaz, joue, on s'en doute, pour les États du Golfe, l'Algérie, la Russie, mais aussi de façon plus récente pour le Canada, qui est devenu lui aussi un gros producteur de pétrole. La rente salariale, elle, est surtout présente dans les pays émergents et exportateurs, comme la Chine. De quoi s'agit-il ? La rente salariale se forme sur les écarts existants entre les coûts de main-d'œuvre bon marché des pays exportateurs, la Chine en particulier, et les coûts de main-d'œuvre 20 fois plus chers pour une production identique chez les pays importateurs de l'OCDE. L'écart entre les coûts salariaux des pays comme le Japon, les États-Unis, l'Union européenne et ceux de la Chine ou du Vietnam reste béant. Ce différentiel permet à ces pays du Sud d'être beaucoup plus compétitifs. Ils peuvent accumuler d'immenses réserves de change, dont une grande part sert à alimenter leurs fonds souverains. Donc en résumé, c'est par l'accumulation de ces réserves de change, consécutives aux exportations réalisées, et à la montée des prix des hydrocarbures que les fonds souverains grossissent, puis viennent s'investir dans les secteurs stratégiques de l'économie internationale. Le problème, c'est que les États détenteurs de fonds souverains n'ont pas toujours bonne réputation. D'abord, du fait même de leur souveraineté, ces fonds sont naturellement plus politiques que des capitaux privés, qui choisissent leurs investissements en fonction du seul critère de rentabilité. Ensuite, ces fonds sont très peu transparents. La notion d'agressivité est évidemment subjective, mais elle peut ici se mesurer à la propension de ces fonds à s'investir dans les secteurs sensibles, EADS, Carlyle, Petrobras ou encore Lagardère. Les fonds libyens, algériens, koweïtiens ou ceux des Émirats inquiètent par leur opacité. La Chine, tout comme la Russie, sont jugées tout à la fois opaques et offensives. Donc pour tenter de s'en prémunir, de nombreux pays hôtes de ces capitaux ont adopté la création d'un code de bonne conduite sous l'égide du Fonds monétaire international, l'émission d'actions dépouillées du droit de vote au conseil d'administration, ou encore le principe d'une réciprocité entre États investisseurs et pays d'accueil. Notons tout de même qu'à l'opposé, les fonds irlandais, américains, australiens, norvégiens rassurent par leur transparence et leur passivité. Par exemple, le fonds norvégien, formé lui aussi par les revenus pétroliers du pays, vient se placer dans les entreprises éco-responsables et les activités éthiques destinées aux générations futures de Norvégiens à naître. Alors ces fonds souverains s'inscrivent dans un mouvement de reconfiguration des relations Nord-Sud. Ils offrent aux pays émergents des moyens de pression nouveaux dans leurs relations avec les pays de l'OCDE, des moyens financiers, économiques et même politiques, car après tout, les habitudes changent. Ces pays sont passés, parfois en quelques années, du statut d'emprunteur à celui de prêteur, et puis maintenant de copropriétaire. Alors, deux nuances à apporter à cette description. D'abord, ces fonds, en fait, sont presque marginaux dans les volumes de la finance internationale lorsqu'on les compare aux fonds de nature privée disponibles sur les marchés. Ensuite, avec les effets de la crise économique actuelle, leur capitalisation peut diminuer, avec la baisse des exportations pour les rentes salariales et la chute des cours du pétrole pour les rentes minières. Donc si on fait un peu de prospective, avec le passage futur aux énergies renouvelables, il y a mécaniquement baisse des revenus venant des ressources minières. Et avec une politique salariale responsable des pays émergents, il y a baisse des rentes liées aux bas salaires.
Mais cela, c'est la description d'un monde tel qu'il devrait être.